Le café débordait de vie en ce vendredi après-midi. Des rires se mêlaient aux discussions animées, le parfum riche du cappuccino fraîchement préparé flottait parmi les tables, accompagné du tintement délicat des cuillères contre la porcelaine. L'endroit était l'un de ces cafés branchés du cœur de la Ciudad de Mexico, briques apparentes sur les murs, lampes à filaments Edison suspendues au-dessus de tables en bois brut dont le prix dépassait le salaire mensuel d'un ouvrier. Les clients et jeunes cadres, étudiants derrière leur MacBook, couples immortalisant leur amour pour Instagram composaient une scène parfaite, stylée, presque publicitaire. Mais à une table isolée, près d'une grande fenêtre donnant sur l'avenue insurgente, un vieil homme frottait nerveusement sa chemise, tachée par une goutte de café renversée. Ses mains tremblaient, incapables de faire disparaître l'auréole sombre qui s'étirait sur le tissu bleu passé. Quelques secondes plus tôt, son propre petit-fils lui avait lancé des mots cinglants, assez forts pour que les 30 ou 40 clients présents se fichent dans un silence pesant. Ces mots restaient suspendus dans l'air comme un fouet. « Tais-toi, vieux. Tu me fais honte. » Le café glissait lentement sur le tissu tandis que l'homme avalait sa salive, luttant contre des larmes qu'il avait passé des années à discipliner, à refouler. Personne n'avait osé réagir. Le brouhaha habituel du lieu s'était mué en un silence gêné, étouffant. Les regards se détournaient, rivés soudain à un téléphone, à une tasse vide, à n'importe quoi qui puisse les absenter de cette scène inconfortable. Près du comptoir, une jeune serveuse au tablier noir s'était immobilisée, une assiette à la main. Ses yeux laissaient transparaître un mélange de compassion et d'effroi, mais la peur de s'immiscer dans une histoire trop personnelle la clouait sur place. Dans une ville aussi immense, on apprenait à détourner le regard, à se protéger de la détresse des autres. Pourtant, un homme à la table voisine ne bougeait pas. À moins de 2 mètres, un inconnu à la barbe sombre et aux yeux profondément attentifs observait la scène sans ciller. Il ne cherchait pas refuge dans son téléphone. Il ne fuyait pas. Son regard n'avait rien de voyeur, il traversait simplement l'instant, comme s'il voyait au-delà des apparences, dans les interstices du temps. Ce vieil homme humilié se nommait Manuel Reyes. À 74 ans, il portait sur ses épaules une vie entière de travail honnête, 42 années comme menuisier dans un petit atelier de la Colonia Guerrero. Ses mains, qui maintenant tremblaient sous l'effet d'un Parkinson précoce diagnostiqué l'année précédente, avaient autrefois façonné les bois les plus durs avec la finesse d'un artisan. Il avait construit des tables où des familles avaient partagé leurs repas, des berceaux où des enfants devenus adultes avaient connu leur première nuit, des cercueils où reposaient ceux qu'il avait aimés ou servis. Sa vie avait été simple, mais riche de sens, se lever avant l'aube, travailler jusqu'au crépuscule, puis retrouver sa femme Lupita qui l'attendait avec un plat chaud. Ensemble, ils avaient élevé 3 enfants dans un petit appartement où manquaient des mètres carrés, mais jamais l'amour. Diego était l'aîné des petits-enfants, le premier à illuminer la vieillesse de Manuel. Il se souvenait encore du poids du petit corps posé contre le sien, de ses rires éclatants lorsqu'il apprenait à faire du vélo dans la ruelle du quartier. « Mon grand-père est mon héros », avait écrit un jour l'enfant dans un devoir d'école. Manuel gardait cette feuille précieusement dans une boîte métallique, avec quelques photos jaunies et des lettres que le temps avait rendues fragiles. Mais les années changent les gens. Diego Reyes, 28 ans désormais, était devenu un homme que Manuel reconnaissait à peine. Ses études dans une université privée, puis une maîtrise à l'étranger, un poste prestigieux dans une grande firme de conseil à Santa Fe, tout cela avait érigé entre eux un mur invisible, mais infranchissable. Diego portait des costumes sur mesure, un élégant montre suisse à son poignet, conduisait un BMW luisant, vivait dans un appartement minimaliste de Polanco où les meubles coûtaient l'équivalent de 6 mois de salaire de son grand-père au temps où il travaillait encore. Les visites s'étaient espacées. Une fois par mois, puis tous les 2 ou 3 mois, puis seulement aux anniversaires et à Noël toujours en coup de vent, le téléphone à la main, le regard ailleurs. Manuel disait comprendre, les jeunes ont leur vie. Mais ce qui le blessait n'était pas l'absence, c'était ce regard nouveau, celui qui le scrutait comme un meuble de seconde main mal assorti à un décor trop moderne. Comme si sa chemise élimée et ses chaussures rafistolées trahissaient un passé que Diego voulait effacer. Ce vendredi, Manuel avait décidé de faire une surprise à son petit-fils. Au téléphone, 2 semaines plus tôt, Diego avait mentionné qu'il retrouvait des collègues dans un café à la mode. C'est là que les gens importants se réunissent, grand-père. Il l'avait dit avec ce mélange d'orgueil et de condescendance qui serre le cœur. Manuel avait recopié le nom du café sur un papier et l'avait glissé dans la poche de sa chemise. Et ce jour-là, il avait pris 2 bus et le métro pour venir jusqu'ici. Dans l'autre poche, il avait une petite photographie, Diego, 5 ans, juché sur ses épaules, tous deux souriant devant un stand de barbe à papa au parc de Chapultepec.
Derrière, d'une écriture tremblante, il avait noté « Mon petit-fils, ma fierté ». Il voulait lui offrir cette photo. Lui dire qu'il lui manquait. Juste le voir sourire encore comme avant. Quand il avait poussé la porte du café, une clochette avait tinté. Quelques têtes s'étaient tournées vers lui, jaugeant sa présence comme une anomalie. Tout en lui criait qu'il n'appartenait pas à cet endroit, le sol en béton poli, les plantes suspendues, les fauteuils en velours moutarde. Une esthétique du présent qui n'avait jamais été la sienne. Mais au fond, à la table près de la fenêtre, il avait aperçu Diego entouré de 3 collègues, des laptops ouverts, des cafés sophistiqués aux mousses décorées. Le regard de Diego avait changé en une fraction de seconde, la joie disparue, remplacée par une gêne visible, puis un agacement ouvert. Manuel avait approché, en s'excusant chaque fois qu'il bousculait un sac ou un dossier. Il avait dit simplement « Bonjour, mon fils ». Avec ce sourire timide qu'on porte lorsqu'on ne sait pas si l'on a encore sa place auprès de quelqu'un. Les 3 amis de Diego l'avaient observé en silence. Jeune, impeccable, l'un portait des lunettes de marque et une barbe parfaitement sculptée, un autre une chemise de lin parfaitement repassée, la jeune femme un blazer bordeaux et un rouge à lèvres éclatant. Tous avaient ce regard rapide, évaluateur, pesant les détails de la chemise usée, du col élimé, des chaussures réparées à l'ancienne. Diego s'était levé brusquement, attrapant Manuel par le bras pour l'éloigner de la table. « Qu'est-ce que tu fais ici » avait-il soufflé entre ses dents. Manuel avait sorti la petite photo de sa poche. Il la tenait comme un trésor, une offrande pleine de mémoire. « Je voulais te voir, te donner ça. » Mais la honte brûlante avait envahi le visage de Diego. Il avait aperçu les regards curieux de ses amis, perçu leur jugement muet. Et alors, les mots étaient sortis, brutaux, tranchants, comme une lame trop affûtée. « Tais-toi, vieux. Tu me fais honte. » La photo était tombée au sol. La tasse de Manuel avait tremblé dans sa main, le café s'était renversé, maculant sa chemise. Le liquide sombre avait gagné la poche où se trouvait cette trace d'amour qu'il avait voulu offrir. À cet instant, tout s'était figé. Manuel avait senti l'humiliation le submerger comme une vague glacée. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de si mal pour mériter une telle sentence. Était-ce sa présence? Sa pauvreté visible? Était-il devenu un fardeau, un rappel gênant d'un passé humble que Diego voulait cacher? Il aurait voulu disparaître. Ses doigts avaient tenté de nettoyer la tache, comme si effacer le café pouvait effacer les mots. Mais au milieu de cette salle devenue hostile, un mouvement avait enfin rompu l'immobilité. L'homme à la barbe sombre, celui qui observait depuis le début, s'était levé. Lentement. Sans violence, sans jugement. Il avait ramassé la photo au sol, l'avait époussetée avec délicatesse et l'avait tendue à Manuel avec un sourire calme, presque fraternel. Puis il s'était tourné vers Diego. Sa voix n'était ni dure ni agressive, mais portait la force tranquille d'une vérité indiscutable. On ne devrait jamais avoir honte de l'amour. Et encore moins de ceux qui nous ont appris à marcher. Les mots avaient flotté dans l'air, lourds de sens. Certains clients avaient relevé la tête. La jeune serveuse avait esquissé un pas vers eux. Les amis de Diego détournaient le regard, mal à l'aise. Diego restait immobile, figé entre colère et confusion. L'homme à la barbe avait ajouté. Ce que vous voyez comme une faiblesse est la source même de votre force. Sans cet homme, vous ne seriez rien de ce que vous êtes. Il avait passé son bras autour des épaules de Manuel, comme on protège quelqu'un qu'on respecte. Le silence s'était chargé d'une nouvelle énergie. Une vérité venait d'être rétablie. Manuel avait senti sa gorge se nouer. Il avait rangé la photo contre son cœur, là où aucun café renversé ni aucune parole cruelle ne pourrait l'atteindre. Puis, avec toute la dignité qui lui restait, il s'était tourné vers son petit-fils. « Je suis venu parce que tu me manques, Diego. Rien d'autre. Pas de plainte. Pas de reproche. Juste la vérité pure. » Le jeune consultant avait ouvert la bouche, sans trouver de mots. Peut-être qu'une fissure venait de s'ouvrir dans le mur qu'il s'était construit. Manuel avait pris une grande inspiration, puis s'était dirigé vers la sortie accompagné de cet inconnu devenu allié. La clochette avait résonné à nouveau quand il avait poussé la porte pour partir. Dans le reflet de la vitre, il avait aperçu Diego, debout, immobile, la tête baissée. Le vieil homme avait compris qu'il n'avait rien perdu, il avait simplement rappelé, devant témoins, la valeur d'un amour qui ne demande jamais de contrepartie. Et parfois,
Il suffit d'un seul témoin courageux pour qu'un cœur endurci se souvienne. Il portait son meilleur pantalon de vestir, celui qui avait connu des décennies plus glorieuses, et son vieux chapeau de paille qu'il tenait serré contre sa poitrine comme un bouclier fragile. En 2 secondes à peine, les regards des 3 jeunes installés avec Diego le disséquèrent, le rangèrent dans une case, et Manuel comprit. Il comprit l'embarras, le jugement, le malaise. Et malgré tout, il osa sourire. « Abuelo » murmura Diego d'une voix tendue. « Je ne savais pas que tu viendrais. » Ce n'était pas un accueil. C'était un reproche. « Je voulais te surprendre » répondit Manuel, son sourire tremblant alors que l'ombre d'une tristesse familière glissait déjà dans ses yeux. « Tu me manques. On ne se voit presque plus. » Le jeune homme aux lunettes de designer étouffa un ricanement gêné. La femme en blazer, elle, se réfugia aussitôt dans la lumière de son téléphone, faisant semblant de lire quelque chose d'urgent. Le 3e ami détourna le regard vers la fenêtre, comme si soudain un événement passionnant avait lieu de l'autre côté de la vitre. Un feu brûlant grimpa dans le cou de Diego. Une honte moite, étouffante. Tout ce qu'il avait minutieusement construit à son image, son réseau, sa marque personnelle comme on l'enseignait dans les livres de management vacillait dangereusement, menacé par la simple présence de cet homme aux mains tachées de vieillesse, aux vêtements bon marché, au langage du quartier populaire. « Je suis en pleine réunion importante, Abuelo, dit-il en serrant les dents. Tu ne peux pas débarquer comme ça. Manuel cligna des yeux, désemparé. Je voulais juste te voir un moment, Mijo. Ça fait 3 mois déjà. C'était vrai. La dernière rencontre avait été lors de l'anniversaire de la mère de Diego. Une visite de 27 minutes, chronométrée par une soi-disant urgence professionnelle. Diego chercha ses mots. Ceux qui l'éloigneraient mais sans blesser. Ceux qui masqueraient le mépris qu'il sentait monter. Mais Manuel, lui, agrippa à l'espoir maladroitement. Peut-être la solitude avait-elle trop pesé ces derniers mois. Peut-être son cœur s'accrochait-il encore à l'idée du petit garçon qu'il avait autrefois protégé, consolé, élevé. Alors il commit l'erreur irréparable. Il s'assit. Il tira une chaise de la table voisine, la rapprocha de Diego, posa son chapeau sur la table et adressa un sourire chaleureux aux amis de son petit-fils, qu'il observait désormais comme un phénomène étranger et dérangeant. Enchanté. Je suis Manuel, le grand-père de Diego, dit-il en tendant la main vers l'homme aux lunettes. Silence. Le regard de l'homme se posa sur cette main ridée comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. Puis il pinça du bout des doigts une poignée de phalanges, un contact bref, froid, presque désinfectant. Andrés, murmura-t-il avant de retirer aussitôt sa main. La femme en blazer ne leva même pas les yeux. Diego voulait disparaître. Littéralement s'évaporer. Ces personnes n'étaient pas juste des amis, c'étaient des opportunités, des portes vers le succès. Andrés travaillait dans une grande firme d'investissement. Sofia était directrice marketing dans une start-up millionnaire. Roberto appartenait à une famille suffisamment influente pour voir ses noms composés imprimés dans les pages des magazines mondains. Et face à eux, l'Abuelo. Avec son accent du peuple, ses manches élimées, son chapeau d'un autre temps, un embarras vivant. Abuelo, souffla Diego, la voix basse, sifflante. Il faut que tu partes. Maintenant. Manuel ne bougea pas. Peut-être à cause de la longueur de bus qu'il avait endurée. Peut-être parce qu'il ne supportait plus le silence de l'appartement où il vivait seul. Ou peut-être parce qu'il voulait se persuader encore un peu que l'amour d'autrefois n'avait pas totalement disparu. Juste quelques minutes, Mijo. J'ai quelque chose pour toi. Il chercha dans sa poche une petite photo. Celle qu'il avait gardée pour ce moment. Celle où Diego enfant riait aux éclats au parc, perché sur ses épaules, convaincu que son abuelo était le plus fort du monde. Ce mouvement fit tout basculer. Diego sentit quelque chose céder en lui, une digue de patience déjà fissurée par la peur du jugement. Le dégoût de se sentir ramené vers des origines qu'il voulait cacher. Le besoin insatiable d'être validé par ceux qui comptaient vraiment, ceux qui avaient du pouvoir, de l'argent, du statut. Sofia le scrutait avec cette expression glaciale de ceux qui ne pardonnent pas l'imperfection. Roberto se racla la gorge, agacé par le spectacle. Andrés tapota nerveusement le cadran de son Rolex. La honte se mua en rage. Diego se leva d'un bond. Sa chaise grinça, raclant le sol comme une alarme stridente qui fit se tourner toutes les têtes du café. « Tais-toi, viejo !» Les mots s'échappèrent de lui comme un animal sauvage. Brutaux.
détruisant tout. Le silence tomba. Un silence coupant, tranchant. On aurait juré que même la musique venait de s'interrompre. « Tu me fous la honte !» hurla-t-il. Et avant même de comprendre son propre geste, il abattit violemment sa tasse de café sur la table. Le liquide brûlant s'envola en un arc sombre avant de venir s'écraser sur la chemise de Manuel, sur son visage, sur ses mains. Le café était chaud, douloureux. Mais aucune brûlure n'atteignit l'intensité de celle qui lacérait son cœur. Manuel resta figé, bouche entr'ouverte. Le café ruisselait sur ses joues comme de fausses larmes. Il tenta d'essuyer sa chemise d'un geste tremblant, mais ne fit qu'étendre davantage la tache sombre qui s'étalait comme une blessure. Ses mains, déjà secouées par le Parkinson, tremblaient de plus belle, secouées par le choc, l'humiliation, la stupeur. Il avait l'impression que le sol se dérobait, que l'air lui manquait. Les regards autour d'eux étaient des lames. Certains horrifiés. D'autres fascinés par le drame, heureux d'échapper quelques minutes à leur écran. La serveuse laissa tomber son plateau. Les tasses éclatèrent au sol, un fracas qui résonna dans ce silence de tombe. Manuel essaya de parler. Aucun son ne sortit. Il n'y avait pas de mots pour cela. Pas de phrase capable de recoller l'impensable. Ce n'était pas la première fois qu'il sentait le rejet. Il connaissait les appels trop rapides, les visites annulées, les regards fuyants. Mais aujourd'hui dépassait tout. Ce n'était plus un éloignement discret, c'était une condamnation publique. La destruction d'un lien. Un verdict sans appel. Le cœur serré, il se leva lentement en s'aidant de la table, parce que ses jambes menaçaient de le laisser tomber. Il ramassa son chapeau de paille, désormais sali de taches sombres, comme si lui aussi portait l'affront inscrit dans sa fibre. Il chercha dans les yeux de Diego un signe, un regret, une excuse, n'importe quoi. Le moindre souvenir du garçon qui l'avait aidé à marcher, à parler, à rêver. Mais Diego détourna volontairement le regard. Trop lâche pour affronter ce qu'il venait de briser. Alors Manuel ravala sa douleur. Il hocha légèrement la tête, comme un homme qui accepte enfin une vérité que la vie lui murmurait depuis trop longtemps. À petits pas, il se dirigea vers la sortie. Chaque mouvement lui demandait un effort immense. Ses chaussures usées glissaient sur le sol trop lisse. Derrière lui, des gouttes de café tombaient encore de sa chemise comme un chemin de honte. Personne ne bougea. Personne ne parla. Le monde continuait de tourner, indifférent au cœur d'un vieil homme qui venait de se fissurer à jamais. Au moment de franchir la porte, Manuel s'arrêta une dernière fois. Il inspira profondément, comme pour trouver la force de ne pas s'effondrer juste là, devant tout le monde. Et sans se retourner, il sortit. Dehors, le soleil brillait, cruel dans son indifférence. La ville bourdonnait, absorbée par ses urgences. Manuel marcha, un pas après l'autre, dans la lumière trop vive. Il pensa à tout ce qu'il avait donné. Les nuits passées à bercer un enfant malade. Les années à travailler dans la chaleur et la poussière pour payer les études de son fils, puis plus tard pour aider sa fille à élever Diego. Les histoires racontées, les cadeaux faits de presque rien mais offerts avec un amour infini. À chaque pas, le poids de l'ingratitude l'écrasait. Il ne savait pas s'il reverrait son petit-fils. Il ne savait même pas s'il le voulait encore. Mais il savait une chose, aujourd'hui, quelque chose s'était irrémédiablement brisé. Et parfois, lorsqu'un lien se rompt ainsi, ce n'est pas le fil qui casse. C'est le cœur qui cède. Manuel essuya une larme qui n'avait rien à voir avec le café. Puis il continua d'avancer. Parce que la seule chose qui lui restait encore, c'était la dignité de ne pas s'effondrer. Lorsqu'il passa près de la table voisine, une main se tendit vers lui. Une main simple, marquée par des callosités, avec des ongles courts et propres. Dans cette main reposait une serviette blanche, soigneusement pliée. Manuel s'arrêta. Il releva les yeux, et alors il les vit, les regards les plus extraordinaires qu'il ait jamais croisés. Des yeux d'un brun si profond qu'ils semblaient touchés au noir, des yeux où s'étendaient des océans entiers, mystérieux et insondables. L'homme qui le fixait portait une barbe épaisse et des cheveux sombres tombant librement sur ses épaules. Ses vêtements étaient aussi modestes que ceux de Manuel, une chemise blanche sans logo, un pantalon en dénime délavé, des sandales en cuir usé. Il n'avait pas plus sa place que Manuel dans ce café branché, mais sa simplicité ne ressemblait en rien à de la pauvreté. Elle semblait au contraire intentionnelle, digne, presque majestueuse. Une présence qui remplissait l'espace, silencieuse mais indiscutable.
Prenez, dit-il d'une voix douce mais étonnamment claire. Ce n'était pas une voix forte. Elle n'avait nul besoin de l'être. Elle possédait ce type de clarté qui oblige les gens à s'arrêter, à écouter, à ressentir. Manuel saisit la serviette du bout des doigts, la main tremblante. Ce bref contact fit naître quelque chose d'inattendu. Une chaleur. Pas celle du café brûlant qui tachait encore sa chemise. Une autre chaleur, intérieure, qui naquit dans ses doigts, remonta le long de son bras et vint se loger dans sa poitrine, comme une étreinte invisible, réconfortante. Merci, murmura-t-il d'une voix fendue par le chagrin. L'homme hocha la tête avec lenteur. Puis son regard se détourna vers Diego, toujours figé près de sa table, droit comme une statue. Et lorsque ce regard se posa sur lui, Diego éprouva une sensation qu'il n'avait plus connue depuis des années. C'était comme si quelqu'un avait ouvert devant lui un livre où étaient inscrites toutes ses erreurs, chacune de ses lâchetés, chacune de ses petites trahisons, chaque instant où il avait choisi l'apparence plutôt que la bonté. Ce n'était pas un jugement. C'était pire et mieux à la fois. C'était une compréhension absolue. Une compréhension qui ne voyait pas seulement ce qu'il avait fait, mais pourquoi il l'avait fait. Les blessures. Les peurs. Les vanités qui l'avaient conduit à devenir l'homme qu'il était à présent. Ses genoux se mirent à trembler. Diego voulut détourner les yeux, mais il en fut incapable. C'était comme se tenir devant un miroir qui ne reflétait pas le corps, mais l'âme elle-même, ses fêlures, ses taches, sa vérité entière, exposée sous une lumière qui ne condamnait pas, mais ne mentait pas non plus. L'homme ne lui adressa pas un mot. Il n'en avait pas besoin. 3 secondes de regard suffirent pour bouleverser une vie entière. Puis il reporta son attention sur Manuel. « Asseyez-vous donc, dit-il en désignant la chaise vide en face de lui. Laissez-moi vous aider. » La dignité de Manuel avait été piétinée quelques instants plus tôt. Qu'avait-il encore à perdre? Il s'assit, docile. L'homme prit d'autres serviettes et entreprit de nettoyer doucement la chemise tachée. Ses gestes étaient délicats, précis, dépourvus de la gêne habituelle qui accompagne les soins offerts par des inconnus. « Ça fait plus mal ici que là », murmura-t-il en touchant le cœur de Manuel du bout des doigts, avant d'indiquer les taches de café. Alors les larmes jaillirent enfin. Incontrôlable. « C'est mon petit-fils, balbutia Manuel entre 2 sanglots qu'il tentait d'étouffer. C'était mon petit-fils. Le passé dans sa phrase n'était pas un hasard. L'homme hocha la tête, comme s'il comprenait ce qui n'avait pas été dit. Les jeunes oublient parfois d'où ils viennent. Ils se perdent sur le chemin de ce qu'ils croient devoir devenir, et ils délaissent qui ils sont vraiment. Son accent défiait toute origine. Comme s'il venait de partout et de nulle part. Mais les chemins sont tortueux, Manuel. Et il faut parfois se perdre tout à fait, pour se retrouver enfin. Manuel tressaillit. Comment connaissait-il son nom? Il ne l'avait pas dit. Il ne s'était jamais présenté. L'homme esquissa un sourire léger, si léger, et pourtant il illumina tout son visage. Je l'ai entendu quand vous parliez avec votre petit-fils. Une explication logique. Pourtant, le ton, l'éclat dans ses yeux. Tout semblait indiquer qu'il savait davantage. Comme s'il portait un savoir silencieux sur tous ceux qu'il croisait. Derrière eux, Diego restait figé. Ses amis rangeaient leurs affaires en hâte, leurs regards fuyants, leurs joues rouges d'une honte qu'ils ne voulaient pas affronter. Je dois filer, dit Sofia avec une neutralité trop parfaite pour être sincère. J'ai une autre réunion. Un mensonge transparent, mais nécessaire pour s'échapper. Andrés et Roberto inventèrent à leur tour de piètres excuses. En moins de 2 minutes, Diego se retrouva seul à sa table. Seul avec les vestiges de son arrogance, des tasses vides, des miettes, et le silence, ce silence implacable qu'il avait lui-même provoqué. Il observa son grand-père. Manuel ne pleurait plus. Il parlait. Il souriait même. Le mystérieux inconnu l'écoutait avec une attention totale, une attention que Diego ne lui avait pas accordée depuis si longtemps. Une sensation se tordit dans son ventre, un mélange de jalousie, de honte, de regret. Un sentiment sans nom. Une tempête intérieure sans mots. Il saisit son téléphone pour se réfugier dans quelque distraction numérique. Courriel. Notification. Rien n'avait de sens. Les lignes dansaient sans qu'il puisse les lire. Il ouvrit Instagram, puis Twitter, puis une application au hasard, juste pour glisser le doigt, pour échapper à la réalité. Pour ne pas repenser à ce café jeté brutalement,
à ces mots crachés avec cruauté, à la douleur dans les yeux de cet homme qui jadis le portait sur ses épaules pour qu'il voie le monde plus haut. Une serveuse finit par venir vers la table où se trouvaient Manuel et l'homme. « Vous allez bien, monsieur? Vous avez besoin de quelque chose? De l'eau? De la glace ?» Sa voix tremblait. Ses yeux étaient rouges comme si elle-même avait retenu des larmes, témoin impuissant de la scène. Manuel plongea son regard dans le sien et y vit la douceur de sa petite fille, la sœur de Diego, qui lui téléphonait encore, qui prenait encore de ses nouvelles. « Je vais bien, ma petite. Merci. » L'homme barbu regarda la jeune femme avec la même bienveillance profonde que celle qu'il avait offerte à Manuel. « Apportez-lui un bon café, je vous prie. » Un café préparé avec cœur. Elle acquiesça, presque subjuguée par la douceur autoritaire qui émanait de lui. Une autorité qui n'avait rien à prouver. Qui existait, simplement. Lorsqu'elle s'éloigna, il reporta son attention sur Manuel. « Vous savez ce qu'il y a de plus difficile dans l'amour ?» Manuel secoua la tête. « Ce n'est pas d'aimer lorsque l'autre est aimable. Ça, tout le monde en est capable. Le plus dur, c'est d'aimer quand on souffre. Quand l'autre nous déçoit. Quand il devient méconnaissable. Le plus dur, c'est de se souvenir de celui qu'il a été, et de laisser une place, ici, dans votre cœur, pour celui qu'il peut redevenir. » Manuel sentit sa gorge se serrer. « Je ne sais pas s'il peut revenir, murmura-t-il. Il est allé trop loin. » La main de l'homme se posa sur la sienne. Ferme, chaude, rassurante. Personne ne va jamais trop loin pour ne plus pouvoir revenir. Il suffit parfois de retrouver le chemin de la maison. Le soleil déclinait au dehors. La lumière dorée entrait par les vitrines, enveloppant le café d'un éclat tendre, presque sacré. Les conversations avaient repris ici et là, d'abord timides, puis de plus en plus naturelles, comme si la salle entière sortait d'un rêve silencieux. Mais à la table de Diego, il ne restait que la stupeur. Il regardait son téléphone sans vraiment le voir. Il fixait la vitre sans percevoir le monde au-delà. Il observait ses propres mains comme si elles appartenaient à un étranger. Un jeune homme qui faisait de son mieux pour ne pas s'effondrer. Un jeune homme qui se découvrait soudain minuscule. Le café lui avait rendu son bruit, mais Diego n'entendait plus rien. Il ne percevait qu'une seule vérité, implacable, il avait oublié qui il était. Oublié d'où il venait. Et l'amour qu'il avait reçu sans jamais le mériter. À quelques pas de lui, son grand-père parlait et riait doucement avec un inconnu qui semblait connaître le langage des cœurs meurtris. Un homme qui, par sa seule présence, avait changé le cours d'une journée, et peut-être d'une vie entière. Et Diego comprit, dans un éclair de lucidité douloureuse, qu'il n'était pas seulement témoin de cette scène. Il en était la cause. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il cessa de fuir. Il posa son téléphone. Il inspira profondément. Et sans encore savoir comment se racheter, il sut au moins ceci, il voulait essayer. Parce qu'aucun chemin n'est trop long, lorsqu'on décide enfin de rentrer chez soi. La honte que Diego había senti d'offrande à ses amis ne s'était pas simplement dissipée après l'incident au café. Elle s'était transformée, devenant plus dense, plus sombre, comme une tache qui grandissait lentement à l'intérieur de lui. Ce n'était plus seulement la gêne d'être associé à son grand-père devant des regards hautains, c'était la honte profonde de s'être trahi lui-même. Une honte qui le suivrait partout, car on ne peut pas fuir la vérité qui vit en soi. Pendant que Diego s'effondrait en silence dans cette tempête intérieure, Manuel, lui, tenta de récupérer un semblant de dignité. Il avait voulu surprendre son petit-fils, lui rappeler qu'il n'était pas seul, qu'il avait encore une famille qui pensait à lui. Au lieu de cela, il avait reçu un rejet brutal, un coup invisible qui avait touché directement son cœur déjà fragile. Mais alors qu'il restait assis là, encore couvert de la tache de café sur sa chemise bleu pâle, une main inconnue s'était tendue vers lui. Une main simple, solide, empreinte de chaleur humaine. Cet homme dont Manuel ignorait tout, son nom, son histoire, ses intentions avaient offert plus de réconfort que 1000 discours préparés. Il l'avait aidé à se relever, sans jugement, sans précipitation. Manuel, encore tremblant, avait murmuré un « merci » empreint d'une gratitude sincère. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. » L'homme avait répondu par un sourire d'une douceur surprenante, un sourire portant l'impression étrange d'avoir traversé les siècles et d'avoir tout compris des blessures humaines. « Nous nous reverrons, Manuel. Plutôt que vous ne le pensez. » Ces mots flottaient encore dans l'air lorsque Manuel franchit la porte du café,
la chemise toujours tachée, mais le cœur un peu moins lourd. Il n'avait pas regardé son petit-fils une dernière fois. Il ne voulait pas. Cette histoire n'était pas terminée et quelque chose venait de s'amorcer, une suite imprévisible que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Diego rentra chez lui lorsque le soleil avait déjà disparu derrière les immeubles luxueux de Polanco. Dès qu'il poussa la porte, des lumières automatiques s'allumèrent, révélant un intérieur moderne aux lignes parfaites, sol en marbre italien, meubles de designer, lustre minimaliste. Tout ici exprimait la réussite, l'ascension sociale, le rêve accompli. Un canapé danois en cuir véritable qui valait à lui seul plusieurs mois du salaire moyen d'un Mexicain invité au repos. La cuisine arborait un comptoir en quartz importé. De larges baies vitrées donnaient sur une vue spectaculaire de la ville, un océan de lumière mouvante qui semblait applaudir son succès silencieux. Diego avait fui la promiscuité d'Iztapalapa, les murs trop minces, le seul petit lavabo partagé avec toute la famille. Il avait gravi les échelons avec acharnement, il avait couru plus vite que la pauvreté pour ne pas qu'elle le rattrape. Ce logement était son trophée, la preuve tangible qu'il était devenu quelqu'un. Mais ce soir-là, quand il ferma la porte derrière lui, le silence l'accueillit comme une gifle. Toute cette opulence se révélait soudain pour ce qu'elle était, un décor froid. Il posa ses clés dans le bol en céramique artisanale, et le tintement métallique résonna comme un cri dans une cathédrale vide. Ses mains tremblaient tandis qu'il desserrait sa cravate. Il marcha directement vers le petit bar encastré, où étaient alignées de précieuses bouteilles de whisky écossais. Il se servit une dose généreuse et avala d'un trait. La brûlure était vive, mais ne faisait pas le poids face à la morsure invisible que laissait dans sa poitrine le regard du mystérieux inconnu du café. Ses yeux noirs, profonds, qui semblaient voir au-delà des vêtements chers et du vernis social. La ville déployait sa splendeur lumineuse de l'autre côté de la vitre. Mais au lieu de l'émerveiller, cette immensité le fit vaciller. Des millions de vies se déroulaient sous ses yeux, autant de joie, de peine, de secrets. Et parmi elles, combien avaient humilié ceux qu'ils aimaient? Combien avaient oublié leurs racines pour mieux briller devant le monde? Était-il vraiment seul dans sa laideur? Il ferma les yeux, le front appuyé contre le verre froid. L'image revenait encore. Le café projeté dans les airs, les gouttes s'écrasant sur le visage ridé de son grand-père, les mains tremblantes tentant d'essuyer l'humiliation. Et sa propre voix, tranchante, venimeuse. Le téléphone vibra. Message. Bro, t'es ok? C'était intense, écrivit Andrés. Sofia ajouta, je comprends que tu aies eu honte, mais tu t'es peut-être un peu emporté. Roberto, rien. Ce silence était pire que tout. Diego éteignit l'écran. Aucune phrase ne pouvait justifier l'injustifiable. Il alla dans la salle de bain, posa son verre à moitié vide sur le plan de marbre, et leva les yeux vers le miroir. Le reflet était celui d'un étranger, 28 ans, coupe de cheveux parfaite à 1000 pesos, barbe entretenue comme une œuvre d'art, dents immaculées, peau choyée par des crèmes importées. Tout en lui trahissait le souci de l'image, l'obsession de paraître. Mais dans son regard, il vit un enfant. Un petit garçon qui autrefois pleurait lorsqu'il tombait, un enfant qui courait sans hésiter vers les bras rassurants de son grand-père, l'homme qui pouvait guérir n'importe quelle blessure par une histoire et un sourire. Quand ce garçon avait-il disparu? L'avait-il enterré vivant sous des couches d'ambition? Ou l'avait-il sacrifié pour échapper à sa propre honte de venir d'un quartier modeste? L'eau brûlante de sa douche coula sur sa peau comme s'il cherchait à purifier ce qu'il ne pouvait effacer, sa faute. La vapeur brouilla le miroir, comme si le monde voulait le laisser échapper à sa propre vision. Mais rien n'y faisait, la réalité l'attendait parfaitement intacte derrière la porte. Il ouvrit le réfrigérateur. Tout y était calculé, contrôlé, repas bio préparés, eau minérale importée, fruits dans des contenants hermétiques. Santé parfaite, luxe immaculé, mais aucune saveur de vie. Il referma sans toucher à rien. Une angoisse profonde lui serrait le ventre, un nœud de culpabilité impossible à défaire. Il retourna au salon avec une nouvelle dose de whisky et s'installa sur le canapé, sans allumer la lumière. La ville, à travers le verre, jouait le rôle de seule source d'éclairage. Les ombres des gratte-ciel peignaient le plafond en arabesque sombre, comme un théâtre silencieux où se jouaient les regrets. Il saisit son téléphone. Le contact de Manuel, Abuelo. 3 mois et 4 jours sans l'appeler. Et 23 appels manqués, jamais rappelés. Ses doigts glissèrent jusqu'au bouton « Appeler », mais s'arrêtèrent. Que dire? Pardon d'avoir renversé du café brûlant sur toi et de t'avoir humilié devant des inconnus?
Aucune phrase ne pouvait réparer cela. Et au-delà des mots, combien de promesses avait-il déjà brisées? Je passerai bientôt. On se verra dimanche. Mensonge répété pendant 5 ans. Il reposa le téléphone, but encore, espérant que l'alcool effacerait ce qu'il refusait d'affronter. Mais c'est alors que les souvenirs surgirent. Ceux qu'il avait scellés au plus profond de lui, parce qu'ils faisaient trop mal, pas par leur noirceur, mais par leur lumière. Il avait 6 ans. Il traversait le marché de Tépito en tenant fermement la main de son grand-père. L'odeur du maïs grillé, l'assaisonnement piquant du chili et du fromage flottant dans l'air. Manuel achetait toujours un élote pour eux deux. Il s'asseyait sur un banc pendant que son abuelo racontait des histoires d'un Mexique d'autrefois, un Mexique simple où la famille suffisait pour se sentir riche. Il revoyait les doigts usés de Manuel, la chaleur rassurante de sa présence, sa voix qui transformait chaque souvenir en trésor. Il se revoyait rire, les joues couvertes de grains de maïs, fier d'être le petit-fils du meilleur conteur du monde. Le contraste frappa Diego comme une gifle. Cet homme, celui qui avait partagé son pain, ses joies, son existence entière, avait été humilié publiquement par le même enfant qu'il avait autrefois consolé. Diego sentit les larmes monter sans pouvoir les retenir. Elles coulèrent lentes, brûlantes, creusant des sillons sur ses joues. Chacune d'elles était une confession silencieuse. Une repentance tardive. Son monde luxueux, ses trophées, ses victoires, tout cela paraissait soudain minuscule face à la générosité d'un homme qui n'avait presque rien mais avait donné tout ce qu'il pouvait, de l'amour, du temps, de l'espoir. Il comprit alors que sa réussite, construite sur le rejet de ses origines, était en réalité une défaite déguisée. Sous le voile du succès, il était plus pauvre que jamais. Dans le silence, une prise de conscience se fit jour doucement, comme la première lumière de l'aube. Il ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé au café, mais il pouvait choisir ce que serait la suite. Chaque histoire a un tournant, un moment où l'on cesse de courir pour enfin revenir vers ce qui compte. Diego essuya ses larmes du revers de sa main. Son cœur battait encore vite, mais plus aussi violemment. À travers le verre, les millions de lumières de Mexico semblaient différentes maintenant, non plus un rappel de sa solitude, mais une invitation. Demain serait différent. Il appuya sur le nom de son grand-père. Le téléphone sonna. Une fois, 2 fois. Et dans cette attente, suspendu entre peur et espérance, Diego sut que le chemin du retour venait de commencer. Il se revit à 9 ans, le corps brûlant de fièvre, tremblant sous les couvertures. À son chevet, son grand-père passait la nuit entière à veiller sur lui, changeant sans cesse les compresses fraîches qu'il posait sur son front enflammé. Sa voix douce murmurait des berceuses si anciennes qu'elle l'était déjà quand Manuel était enfant. Ses chansons faisaient vibrer les murs du temps, comme si elles avaient accompagné des générations entières avant que Diego naisse. Dans la pénombre, entre l'odeur du médicament et le tic-tac de l'horloge, l'enfant sentait une sécurité absolue, la certitude que tant que son grand-père serait là, rien ne pourrait lui arriver. Puis il se revit à 13 ans, le cœur brisé par le premier rejet amoureux. Il avait cru que le monde s'effondrait. Ses amis ne comprenaient pas l'ampleur de son désespoir, mais son grand-père, oui. Sans poser de questions, Manuel l'avait amené au petit atelier de menuiserie au fond du patio. Là, il lui avait tendu une planche rugueuse, en lui montrant comment la lisser du plat de la main. « Tu vois, mon fils » avait-il dit avec patience, tenant la planche comme s'il s'agissait d'un trésor. Le bois est rêche au début. Si tu t'y frottes sans attention, il peut te blesser, te planter une écharpe dans la peau. Mais avec du temps, de la patience, du travail, la surface devient douce, belle, agréable au toucher. Diego, la voix encore tremblante, avait alors demandé, et un cœur brisé, est-ce qu'on peut aussi le poncer? Manuel avait souri, ce sourire plein de rides qui racontait toute une vie de combat et de victoires silencieuses. Le cœur est plus difficile que le bois, bien plus. Mais oui, on peut le réparer. Ça prend juste plus de temps, et parfois, on a besoin d'aide pour y parvenir. Ces souvenirs lui transpercèrent le cœur plus violemment que la honte qu'il avait ressentie dans ce café de luxe. Il mettait en lumière tout ce qu'il avait abandonné en poursuivant une réussite qu'il avait transformée. Manuel ne lui avait jamais rien réclamé. Ni paiement pour son amour, ni reconnaissance pour ses sacrifices. Il avait seulement donné, encore et encore, sans attendre quoi que ce soit en retour. Et Diego avait payé cet amour avec l'ingratitude. D'abord par la distance, puis par le reniement. Et enfin par la violence de ses paroles. Les larmes jaillirent alors sans prévenir,
Non pas les larmes dignes et discrètes des adultes qui tentent encore de sauver les apparences, mais celles d'un enfant perdu qui ne sait plus comment avancer. Il s'effondra sur son canapé de cuir si coûteux, le visage enfoui dans ses mains. Dans son appartement de Polanco, avec vue sur la ville étincelante de richesse, ses sanglots résonnaient dans le vide immense de son succès. Le whisky avait fait tomber les murs qu'il avait si soigneusement bâtis autour de son cœur. Tout ce qu'il avait refoulé pendant des années se déversait à présent en torrents incontrôlables, la culpabilité de s'être cru supérieur, la honte d'avoir méprisé celui qu'il avait élevé, la douleur de constater qu'il était devenu quelqu'un qu'il détestait. Il pleura jusqu'à ce que ses yeux se dessèchent et que ses sanglots se changent en hoquets douloureux. Allongé sur son canapé importé, dans cet espace luxueux qui ne lui procurait aucune paix, il se sentit plus pauvre qu'il ne l'avait jamais été. Car la véritable pauvreté ne se mesure pas en billets, mais en pertes invisibles, ce qu'on sacrifie de soi-même en montant les marches de l'ambition. Épuisé, il finit par s'endormir là même où il était tombé, sans se changer, enveloppé dans sa robe de chambre. Ce ne fut pas un sommeil réparateur. Ses rêves furent un chaos d'images brisées, son grand-père jeune le portant sur ses épaules au parc, son grand-père âgé essuyant du café sur son visage humilié, et cet homme mystérieux du café, dont les yeux semblaient contenir des siècles de sagesse et de tristesse. Une certitude étrange l'assaillit dans l'entre-deux du rêve et de la réalité, cet homme n'était pas ce qu'il paraissait. Pendant que Diego affrontait ses démons dans son appartement, de l'autre côté de la ville, dans un petit logement modeste de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Manuel Reyes restait assis près de la fenêtre dans son vieux fauteuil élimé. Il n'avait même pas pris la peine d'allumer la lumière en rentrant. La pénombre lui semblait plus juste, plus sincère. Il portait encore la chemise tachée de café, celle qui avait été témoin de la honte et de la douleur de l'après-midi. Il n'avait pas eu la force de se changer. Il était simplement entré, avait fermé la porte derrière lui et s'était effondré dans ce siège d'où il observait autrefois les enfants jouer à la marelle dans la cour. À présent, il ne voyait rien. Seulement les ombres et le ciel qui s'assombrissaient derrière les fenêtres. Son appartement était petit, étroit, mais rempli de souvenirs tangibles. La plupart des meubles, il les avait fabriqués lui-même, autrefois, quand ses mains étaient solides et ses yeux précis. Là, un fauteuil à fleurs que sa femme Lupita avait choisi 30 ans plus tôt. Ici, une table de salle à manger en pain avec 6 chaises, même s'il était seul depuis longtemps à y prendre ses repas. Sur les murs, des portraits racontaient l'histoire de sa famille. Une photo de mariage en noir et blanc, capturant le bonheur radieux d'un jour lointain. Ses enfants encore bébés, le regard curieux et innocent. Ses petits-enfants, dont Diego, immortalisé au moins 10 fois. Diego vêtu d'un costume blanc pour sa première communion. Diego recevant son diplôme du collège. Diego à une fête de famille, souriant de toutes ses dents. Quand, se demanda Manuel, cette joie avait-elle viré à la colère? À quel moment l'affection s'était-elle fracturée, laissant place à ce regard de mépris qu'il avait vu brûler dans les yeux de son petit-fils? Était-ce une transformation récente, ou bien cette indifférence avait-elle toujours couvé sous la surface, attendant seulement l'instant propice pour éclater? Peut-être que l'amour que Diego lui portait n'avait jamais été fort. Peut-être n'était-ce qu'un amour utilitaire, celui d'un enfant qui apprécie qu'on s'occupe de lui, jusqu'au jour où il n'a plus besoin de personne. Ses pensées étaient du poison. Mais Manuel les avalait sans hésiter, car le doute faisait moins mal que le vide de l'incompréhension totale. Il se leva avec peine. Ses genoux craquèrent. Son dos protesta. La maladie avait fait trembler ses mains depuis des années, et ce soir-là, le tremblement semblait vouloir avaler le reste de sa force. Il fit bouillir de l'eau dans une vieille casserole cabossée pour se préparer une tisane à la camomille. Sa mère lui répétait toujours, quand tout va mal, fais-toi un thé, respire et attends. Alors il obéit encore une fois, comme un enfant perdu cherchant la voix de sa mère. Il versa l'eau brûlante dans une tasse fêlée où l'on pouvait encore lire « Meilleur grand-père du monde ». Un cadeau que Diego lui avait offert jadis. Le souvenir lui serra la gorge. Qu'y avait-il de plus ironique que de boire du thé dans un souvenir d'amour quand cet amour semblait avoir disparu? Il s'assit à la table, là où il dînait autrefois avec Lupita. La solitude emplissait l'appartement comme une présence lourde, presque vivante. Quand elle était là, la maison semblait vaste, lumineuse, animée par sa voix chantante, par la radio qui diffusait sans relâche des mélodies de jeunesse et des feuilletons dramatiques. Depuis sa mort, le silence régnait en maître absolu, seulement troublé par le tic-tac du vieux réveil, des voix étouffées venant des voisins, ou l'aboiement lointain d'un chien. Manuel but lentement. La chaleur de la tisane réconfortait sa gorge, mais pas son cœur.
Devait-il appeler sa fille, la mère de Diego? Lui raconter ce qu'il s'était passé? Et puis quoi? Obliger une nouvelle dispute, un devoir familial forcé? Diego viendrait-il alors par contrainte, la tête basse comme un enfant puni? Non. Si son petit-fils revenait un jour, Manuel voulait que ce soit par amour, pas par obligation. Il termina son thé, lava soigneusement la tasse et la rangea dans le placard parmi d'autres objets ébréchés mais chéris. Il finit par retirer sa chemise tachée pour la glisser dans un sac plastique. Peut-être réussirait-il à faire disparaître la tache le lendemain. Peut-être. Ce mot résonna douloureusement, tout dans sa vie était désormais marqué d'incertitude. Il enfila son pyjama de flanelle, cadeau du dernier anniversaire passé avec Lupita. Le tissu usé laissait apparaître de petits trous, mais il en appréciait la douceur, et l'illusion qu'elle était encore là, quelque part entre les fibres. Il se glissa dans son lit, toujours du même côté, celui qu'il occupait depuis la mort de sa femme. Le côté opposé demeurait intact, une absence soigneusement entretenue. Il ferma les yeux. Le sommeil, cependant, demeurait un étranger. À la place, les souvenirs envahirent son esprit, soufflant sur les braises d'une vie entière, son mariage tout en promesses, les berceaux qu'il avait construits de ses mains, les premières rentrées d'école de ses enfants, les rires des petits-enfants qui couraient dans le salon en faisant tomber les bibelots. Il se revit plein d'espoir, persuadé que sa famille resterait toujours soudée autour de la table qu'il avait bâtie. Mais la vie l'avait contredit. Ses enfants avaient grandi, les priorités avaient changé, chacun avait suivi son propre chemin. Le monde moderne avalait les souvenirs, transformait l'affection en distraction, la gratitude en oubli. Et lui, le patriarche aux mains tremblantes, se retrouvait seul avec son thé, sa chemise tachée et la photo de son petit-fils souriant au mur. Une solitude ancienne et pourtant jamais totalement acceptée s'abattit sur lui. Il aurait voulu croire que tout n'était qu'un malentendu, qu'une nuit de sommeil suffirait à adoucir le cœur de Diego. Mais une petite voix qu'il ne pouvait faire taire murmurait qu'il avait peut-être perdu cet enfant pour de bon. Alors Manuel se tourna sur le côté, serra la couverture contre sa poitrine, et laissa s'échapper un soupir mélancolique. Il ne pleura pas, car les larmes lui semblaient désormais trop lourdes à porter. Il resta simplement là, les yeux ouverts dans le noir, attendant que le matin vienne comme un pardon possible. Et dans un dernier souffle de lucidité avant que le sommeil ne l'emporte, il adressa une prière silencieuse à Lupita, au ciel, à qui voudrait bien l'entendre. Qu'il se souvienne. Qu'il retrouve le chemin. Pas pour moi. Mais pour lui. Manuel revoyait su vida como una película silenciosa, pero con la intensidad de los recuerdos que du laine. Ce vieux trabajando en el talé, el será pegado a su camisa empapada de sudor en los días calurosos de verano. Ce vieux criando a su treillo en ese pequeño departamento don cada rincón había sido conquistado con esfuerzo. Ali le había ensenado los valor que, según él, podían sostener una vida entra, el trabajo duro, la honestidad, el respeto y, por encima de todo, el amor familiar. Y aunque la vida nunca había sido fácil, eso valor habían dado fruto. Do de suijo habían encontrado su camino. Modesto, sí, pero estable. Familia propia, trabajo honesto, una existencia sencilla pero digna. Eso dos elo visitaban, elo lamaban, compartian con el cada quempleano, cada pequeña victoria cotidiana. Manuel se sentia orgulloso de elo. Pero Diego. Ah, Diego era diferente. El nieto mayor, el primero de la siguiente generación, había querido más. Más de elo que la vida humilde podía ofrecer. Ambición grande, una educación que elo levó le jo del barrio donde había crecido, un mundo lleno de oportunidad brillante. Manuel nunca creyó que hubiera algo malo en sonar alto. Al contrario, siempre había dicho que Dio no entrega a la para de la guardada. Lo que le dolia, elo que se clavaba como espina, era ver que en su ascenso Diego había puesto demasiada distancia entre su pasado y su presente. Como si su origen fuera una mancha que debía ocultar. Mientras estaba sentado en su sillón, y esa noche en que el cansancio empezaba a arrastrarlo hacia el sueño, Manuel se preguntó si había falado. Tal vez elo había consentido demasiado. Tal vez había celebrado su logro con tanto orgullo que alimentó un ego incapaz de compartir espacio con la humildad. O tal vez no era su culpa. El mundo moderno parecía diseñado para hacer que la gente olvidara sur esa pena lograba algo nuevo. Si como fura, Manuel se sentia solo aquella noche,
y el recuerdo de la humillación sufrida en el café le hardia todavía en el alma. Apena comenzaba a cerrar los ojos cuando un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. Miró el reloj, casi las 11 de la noche. ¿Quién podría buscarlo a esa hora? Los vecinos conocían perfectamente su costumbre. Su familia sabía que se dormía temprano. Se puso las pantuflas sin prisa, más por precaución que por curiosidad. Se acercó a la puerta con la cotla que había aprendido con los años, y miró por la mirilla. Distinguió la silueta de un hombre. Un desconocido. Su primer impulso fut no abrir. La ciudad era peligrosa, especialmente para los ancianos que vivían solo. Sin embargo, algo en la postura de aquel hombre lo hizo dudar. No insistía con golpe, no se movía nervioso. Solo esperaba. Parecía respetuoso. Manuel se aclaró la voz de preguntar. ¿Quién es? Un amigo respondió la voz al otro lado. Una voz serena, casi familiar. Manuel entrecerró los ojos tratando de recordar dónde había escuchado ese timbre. Entonces la memoria lo golpeó con claridad, era la voz del hombre del café, aquel que le había ofrecido una servilta cuando su nieto lo había avergonzado frente a todo. Su corazón dio un salto extraño entre sorpresa y alivio. Lentamente, descorrió la cadena y giró la cerradura. La puerta se abrió apenas unos centímetros, luego un poco más. Y allí estaba él, el hombre de barba oscura, ojo profundo como pozo antigo, la misma ropa sencilla camisa blanca, pantalón de mezclilla gastado, sandalia de cuero y, au nazi, algo había cambiado. En aquel café leno de riqueza superficial había parecido fuera de lugar. Pero aquí, en el pasillo pobrement iluminado, su presencia transformaba las paredes descascarada en algo menos triste, como si una luz invisible se filtrara desde dentro de él. ¿Cómo me encontró? Preguntó Manuel con un hilo de voz. No era miedo. Era la sensación de estar frente a algo que no encajaba con las leyes simples de la vida cotidiana. El visitante sonrió. Esa misma sonrisa que en el café había contenido más consuelo que 1000 palabras. ¿Puedo entrar? Preguntó con suavidad. Necesitamos hablar. Manuel debería haber dicho que no. Todas las recomendaciones de sentido común, todos los años de programa de noticias sobre engano, robots, ancianos vulnérables, todo gritaba dentro de él que cerrara la puerta y se encerrara en su soledad segura. Pero una fuerza más profunda, más cálida, lo hizo hacerse a un lado. El hombre entró, y Manuel sintió un cambio en el air. Una ligereza repentina, como si las ventanas se hubieran abierto para dejar entrar un air nuevo, aunque toda seguía encerrada. Disculpem el desorden se adelantó a decir, por pura costumbre, aunque el lugar estaba limpio como siempre. Este es un hogar hermoso, respondió el visitante, observando los detalles con auténtica admiración. Lleno de amor, de recuerdo. Las paredes conservan historia. Su mirada se detuvo en una fotografía, la boda de Manuel y Lupita. 50 años juntos. No era una pregunta. Era una afirmación exacta. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Manuel. 53 le corrigió sin pensar. Ella murió justo después de nuestro aniversario. ¿Cómo podía saberlo aquel hombre? En el café no habían hablado de eso. Estaba seguro. El visitante se sentó en el sillón floreado que había sido de Lupita. No pidió permiso, pero no resultó un gesto invasivo. Parecía, simplemente, natural. ¿Sientes usted también? Manuel dijo con una ternura que sonaba a orden amable. Ha sido un día largo. La luna, entrando por la ventana, dibujaba luci sombra sobre la mitad de su rostro. Su rasgo resultaba casi imposible de definir del todo. Como si una claridad más profunda se escondiera detrás de esa apariencia tan simple. Manuel, temblando apenas, se animó a formular la pregunta que crepitaba en su pecho. ¿Quién es usted, realme? El hombre no apartó su mirada. Inclinó la cabeza como quien sopesa la verdad antes de entregarla. ¿Quién crees-tu que sois? La pregunta cayó en el air como una semilla que ya venía germinada. Manuel tragó saliva. Su fe católica, curtida en rosario nocturno y misa desde la infancia, saltó hacia una conclusión tan imposible como évidente.
no podiacer, aussi? No, susuro. Esa cosa no occurrent. No agente como yo. La sonrisa del visitante se amplio, le na de una paciencia infinita. Y porque no a alguien como tu. Cree que únicamente los santos y los sacerdotes merecen ser visitado? Manuel, siempre caminado entre los humildes. Entre carpintro. Entre aquello que el mundo considera comme une pero que, entre los ojos del padre, son extraordinario. Las lágrimas subiront sin resistencia y resbalaront por las mejillas curtida de Manuel. Ressus, susurró, apena audible. El hombre no confirmó ni negó. Simplement sostuvo su mirada con una profundidad que no dejaba espacio para la duda. Los nombre important menó que elo que hacemos con elo dijo con serenidad. Lo que importa es porque estoy aquí. Manuel tardó unos segundos en recuperar la voz. Porque, yo? El visitante se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas, y entrelazó su mano. Porque tu dolor importa. Porque tu amor importa. Porque en un mundo que se empena en decirte que no es suficiente, yo vengo a recordarte la verdad, amado. Profundamente. Completamente. Sin condition. Manuel bajó la mirada, rompido por una emoción que él superaba. Lo que Diego hizo hoy fut cruel, continuó Ressus con voz suave. Pero la crueldad no nace del odio puro. Nace del miedo. De la vergüenza. De no saber quién somos, ni lo que val realmente corazón. Diego está perdido. Ha construido su vida sobre arena, no sobre roca firme. Y un con no se anda, ya comienzan a vers las grita. Hoy fuiste testigo de una de ellas. Manuel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mi nieto, va a estar bien? Va a encontrar su camino? El visitante volvió la vista hacia la ventana, hacia la inmensidad de la ciudad extendida como un océano de luz fría. Eso depende, Manuel. A veces los caminos que más no transforman son creados por nuestra queda. Lo importante es que haya alguien que ame lo suficiente como para tender la mano cuando la arena empieza a derrumbarse. El anciano sintió un estremecimiento que no era miedo, sino esperanza. Una esperanza humilde, como una lámpara pequeña que basta para iluminar la noche. Ressus volvió a mirarlo, y en eso ojo había la promesa de algo más grande que el dolor, más grande que la pérdida, más grande incluso que los errores humanos. No está solo dijo. Nunca el has estado. Y tu amor por Diego es más fuerte que su vergüenza. Yo estoy aquí para recordarte eso. El silencio que siguió no fut incómodo. Fut sagrado. Una posa donde el alma de Manuel se sintió abrasada por una paz que no conocía desde hacía ano. Y entonces, por primera vez desde que su nieto lo había tratado como una vergüenza, Manuel respiró sin dolor. Porque entendió que su vida, con todo su sacrificio invisible, había importado. Importaba ahora. Importaría siempre. Tenía la certeza de que algo estaba cambiando. No solo en él. También en Diego. Y aunque el camino fuera largo, Manuel supo que como había dicho el visitante jamais caminaría solo. Des millions de lumières scintillent dans l'infini, chacune représentant une âme unique, fragile, tenace, affrontant ses batailles silencieuses. Chaque lumière porte un destin, une histoire, des espoirs et des cicatrices. Chacune avance tant bien que mal vers un sens, un amour, une paix que souvent elle peine à comprendre. On peut montrer le chemin, éclairer les recoins sombres, tendre la main, mais personne ne peut marcher à la place d'un autre. C'est là le privilège et le fardeau du libre arbitre, le plus précieux et le plus terrible des dons. Il offre la possibilité de choisir l'amour ou de sombrer dans la peur. Et trop souvent, les humains choisissent la peur, persuadés qu'elle les protégera, alors même qu'elle ronge lentement leur cœur. Et moi? Murmura Manuel d'une voix tremblante. Qu'est-ce que je suis censé faire? L'homme devant lui et cet étranger qui semblait porter le poids de siècles se redressa et fit quelques pas vers lui. Sa présence avait quelque chose d'immensément doux et pourtant profondément puissant. Sa main se posa sur l'épaule usée de l'aïeul. Un frisson chaleureux, presque spirituel, descendit le long de l'échine de Manuel. Ce n'était pas une chaleur physique, c'était une flamme intérieure qui se rallumait, un souvenir enfoui de ce qu'est la dignité, la bonté, la joie d'aimer sans attendre en retour. Tu continues d'aimer, répondit doucement Jésus. C'est tout.
Ces mots simples, offerts avec une tendresse qui brisait toute défense, traversèrent les couches de chagrin durci dans le cœur de Manuel. Ne laisse pas son rejet transformer ton âme en pierre. Ne permets jamais à la douleur de faire de toi un homme amer. Reste ce que tu as toujours été, un homme d'amour, de patience et de pardon. C'est ainsi qu'il trouvera, peut-être, la route du retour. Un jour, il aura besoin d'une lumière pour le guider vers la maison. Jésus serra légèrement son épaule. Et cette lumière, c'est toi, Manuel. Ça l'a toujours été. Manuel hocha la tête sans vraiment être sûr d'avoir la force nécessaire. Comment pardonner alors qu'une blessure encore vive brûlait au fond de lui? Pourtant, devant cet homme dont la simple présence semblait guérir ce qu'aucune médecine ne pouvait atteindre, il se demanda si le pardon n'était pas un acte qui précédait le sentiment. Peut-être fallait-il choisir, jour après jour, de pardonner, jusqu'à ce que le cœur finisse enfin par suivre. Il cligna des yeux, et se retrouva seul dans son petit appartement. Le visiteur s'était volatilisé avec la même discrétion que celle qui avait accompagné son arrivée. Mais quelque chose avait indéniablement changé. L'air lui paraissait plus léger. Et voilà qu'au milieu des ruines émotionnelles de ces dernières heures, un fragile bourgeon d'espoir s'était mis à croître. À l'autre bout de la ville, Diego fut tiré de son sommeil par une clarté violente. Le soleil, insolent et radieux, franchissait la baie vitrée comme pour lui rappeler tout ce qu'il avait tenté d'oublier. Sa tête cognait sous l'effet d'une gueule de bois pesante. Sa bouche avait ce goût métallique de regret mal digéré. Il se redressa péniblement sur le canapé où il avait fini par s'effondrer, encore vêtu de sa chemise froissée, le cou tordu, le dos meurtri. Pendant un bref instant, son esprit flotta dans un vide confortable. Ni honte ni souvenir. Puis, comme une avalanche, toute la soirée précédente revint. Le café. Les regards. Le cri brutal qu'il avait lancé à son propre grand-père. La tasse renversée. La tache sombre sur la chemise de Manuel. Et surtout, les yeux de l'inconnu. Ces yeux qui semblaient lire en lui comme dans un livre ouvert. Un gémissement lui échappa, pitoyable et douloureux, se répercutant contre les murs trop blancs de son appartement trop cher. Son téléphone gisait au sol, la batterie à l'agonie. Il l'attrapa, 9h43. Samedi matin. Normalement, les samedis étaient réservés au gym, puis au brunch avec ses amis, avant une séance de cinéma ou une exposition. La vie parfaitement calibrée d'un jeune homme prometteur, sûr de lui, affichant sans cesse son bonheur sur tous les écrans du monde. Aujourd'hui, cette mécanique sociale lui paraissait grotesque. Comment prétendre à la normalité alors qu'il avait détruit quelque chose de sacré? Comment se regarder dans le miroir quand, à peine 16 heures plus tôt, il avait humilié l'homme qu'il avait aimé de la façon la plus pure? Sous la douche, l'eau bouillante s'abattit sur lui comme un châtiment volontaire. Il espérait que la chaleur brûlante laverait sa culpabilité. Mais elle s'incrustait encore plus profondément, s'accrochait à son âme comme une ombre tenace. Il s'habilla sans attention. Pas de miroir. Il ne voulait pas voir le visage d'un petit-fils indigne. Le café qu'il se prépara eut l'odeur du drame de la veille. Une seule gorgée et son estomac se contracta de dégoût. Il cracha dans l'évier avant de boire simplement de l'eau, penché comme un animal assoiffé. Le téléphone s'agita de notifications, messages des amis, invitations, photos, blagues, faux sourires. La vie numérique qu'il avait portée si haut réclamait encore de lui son rôle, sa performance. Mais il ne pouvait plus. Toute cette existence brillamment mise en scène n'était qu'une mascarade. Photos retouchées, filtres flatteurs, citations creuses, un vernis de perfection sur un vide qu'il ne pouvait plus ignorer. Il verrouilla l'écran et le posa brutalement. L'air lui manquait. Il sortit sans réfléchir, comme si la rue pouvait l'absoudre ou, au moins, lui permettre de respirer. Polanco baignait dans la douceur d'un matin de week-end. Sur les terrasses, les conversations légères flottaient comme des bulles de champagne. Des chiens coiffés, des sacs de luxe, des lunettes griffées, des rires en façade. La tribu de ceux qui réussissent, ceux qui façonnent leur image comme une œuvre d'art. C'est semblable. Mais aujourd'hui, il ne voyait plus que des masques. Des vies millimétrées pour paraître parfaites. Il se demanda combien, derrière les sourires trop blancs, portaient des regrets aussi lourds que les siens. Combien avaient renié une famille, tourné le dos à un père trop simple, à une grand-mère trop humble, pour se hisser sur le podium de l'apparence? Ses pieds le guidèrent malgré lui vers l'avenue Masaryk. Les vitrines de Gucci, Prada, Louis Vuitton resplendissaient comme des temples d'une religion qu'il avait adorée.
Mais ce matin-là, elle n'avait plus rien de séduisant. Leur opulence lui parut obscène. On pouvait acheter des chaussures à $1000, des montres à des fortunes, mais aucune de ces merveilles ne pouvait acheter le pardon d'un grand-père à qui l'on avait brisé le cœur. Le boulevard l'avala puis le recracha devant une petite église que, bizarrement, il n'avait jamais remarquée. Coincée entre deux immeubles modernes, elle semblait avoir résisté au siècle et aux ambitions humaines. La porte de bois sculpté était entr'ouverte, comme une invitation silencieuse. Guidé par une force qu'il ne comprenait pas, Diego entra. L'intérieur était frais et sombre, éclairé seulement par la danse timide de quelques flammes rouges dans des récipients de verre. L'odeur d'encens flottait comme un souvenir ancien. Quelques fidèles étaient dispersés, une grand-mère récitant un chapelet, un ouvrier à genoux, une jeune mère berçant un bébé endormi. Diego s'assit tout au fond, comme s'il ne méritait pas de s'approcher davantage. Cela faisait des années qu'il n'avait pas mis les pieds dans une église. Il revit alors l'image de sa grand-mère Lupita, lui tenant la main sans jamais le lâcher pendant la messe. Il se rappela Manuel, assis à côté de lui, large présence rassurante, déposant parfois sa main rugueuse sur son épaule lorsqu'il s'agitait trop. Deux visages qu'il avait laissés tomber sans même s'en rendre compte. « Tu es venu parler, ou seulement réfléchir ?» La voix surgit de sa droite, douce mais suffisamment claire pour l'atteindre en plein cœur. Diego tourna brusquement la tête et sentit le monde vaciller sous ses pieds. À quelques centimètres de lui, assis comme s'il avait toujours été là, se trouvait l'homme du café. Le même. Exactement le même. La barbe sombre, le regard insondable, la sérénité qui semblait défier le temps. Mais il était vêtu différemment, une simple tunique couleur ivoire, un cordon comme ceinture, des sandales de cuir usé. Rien qui appartienne à ce siècle, et pourtant rien qui paraisse déplacé sur lui. Comme si le temps s'inclinait en sa présence. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» balbutia Diego. L'homme sourit, un sourire empreint d'une patience infinie. Les églises ont toujours été des lieux propices aux rencontres inattendues. Les âmes y viennent dans leur vulnérabilité la plus pure. Elles cherchent des réponses, et parfois, elles les trouvent. Le cœur de Diego battait à tout rompre. La honte, la peur, l'incompréhension se mêlaient dans un tumulte incontrôlable. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il dans un souffle presque inaudible. L'homme se tourna vers les flammes vacillantes qui éclairaient le sanctuaire. « Parce que tu es venu, » répondit-il simplement. Un silence s'étira, profond et presque sacré. « Ce qui te pèse, tu ne pourras pas le fuir. Ni dans les fêtes, ni dans les salles de sport, ni dans les vitrines étincelantes. La seule chose qui puisse te guérir, c'est un choix. Le même choix que chacun doit faire un jour, aimer malgré la douleur, revenir malgré la honte, demander pardon malgré la peur. » Diego sentit ses yeux s'embuer. Toute sa façade venait de se fissurer. Il n'était plus ce jeune homme élégant et sûr de lui. Il était un petit-fils perdu, en quête du chemin du retour. L'homme posa une main sur son épaule. Geste simple. Puissance immense. Le cœur brisé ne se répare pas dans le silence de l'orgueil, mais dans l'humilité de la vérité. La gorge nouée, Diego murmura. « Et s'il ne veut plus de moi ?» L'amour véritable ne ferme jamais sa porte, répondit l'homme avec douceur. Mais quelqu'un doit faire le premier pas. Diego inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une étincelle de courage. Minuscule. Fragile. Mais réelle. Il comprit sans un mot de plus. Il devait retourner vers celui qui l'avait blessé. Il devait retrouver la lumière qu'il avait perdue. Il devait rentrer à la maison. Diego sentit un frisson lui parcourir les mains, un tremblement qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Cette question brûlait sur ses lèvres depuis le moment où il avait croisé le regard de cet homme mystérieux. « Qui êtes-vous » Même s'il connaissait déjà, quelque part au plus profond de son être, la réponse. Il avait besoin de l'entendre prononcer. Il avait besoin que l'impossible prenne forme dans le réel. L'homme inclina doucement la tête, comme si la question ne faisait que confirmer une vérité depuis longtemps installée entre eux. « Tu sais qui je suis, Diego. Tu l'as su dès hier. Tu avais simplement trop peur d'y croire. » Le nom s'échappa de la bouche du jeune homme dans un souffle tremblé, presque inaudible, comme un morceau de foie qu'il aurait gardé enfoui depuis trop longtemps. « Jésus. » Des larmes brûlantes lui montèrent aux yeux. C'était absurde. Impossible. De telles choses n'arrivaient pas. Pas dans le monde qu'il connaissait. Et certainement pas à quelqu'un comme lui.
Mais Jésus posa alors sa main sur son épaule, exactement comme Manuel l'avait fait des centaines de fois lorsqu'il était enfant, une présence solide, rassurante, qui semblait dire « Je suis là, avec toi ». Un geste qui contenait un univers entier de chaleur et de vérité. Le monde réel est bien plus vaste que ce que tu as accepté de croire, Diego, murmura-t-il. Tu as construit une boîte minuscule autour de ce que tu juges possible, et tu t'y es enfermé dedans, étouffant lentement, même si ton corps continue de respirer. Chaque mot, doux mais implacable, ouvrait une plaie que Diego avait tenté d'oublier. Une lucidité coupante comme un scalpel. « Pourquoi moi ?» répondit-il, la voix brisée. « Je ne suis personne de spécial. Je ne suis qu'un homme arrogant qui a blessé ceux qu'il aimait. Il doit y en avoir des milliers comme moi. » « Des millions, en fait, » répondit Jésus avec un sourire empreint de tristesse. « Mais chacun compte. Chaque cœur perdu mérite la chance de se retrouver. Je suis venu parce que ton grand-père a prié pour toi hier, les larmes encore imprimées sur sa chemise tachée de café. Il m'a demandé de ne pas t'abandonner. De te montrer le chemin du retour. » Ces mots le frappèrent comme des coups de poing. Son souffle se coupa. Il sentit son cœur se fissurer. « Je l'ai visité » ajouta Jésus avec une tendresse infinie. Cette nuit-là, Manuel et moi avons parlé dans son petit appartement. Autour de nous, les murs étaient tapissés de photos de toi, de souvenirs modestes mais riches d'amour. Il ne m'a pas demandé de vengeance, ni de délivrance pour lui-même. Seulement de savoir si toi, tu serais en paix un jour. Un sanglot échappa à Diego, malgré tous ses efforts pour le retenir. Je lui ai fait tellement de mal. Je ne mérite pas son inquiétude. Je ne mérite pas son amour. La main de Jésus se resserra sur son épaule. L'amour n'est jamais une récompense, Diego. C'est un don. On n'en est jamais digne. S'il devait être mérité, il cesserait d'en être. Ton grand-père t'aime parce qu'il t'a choisi, quand tu étais nourrisson, quand tu étais un garçon insouciant, quand tu étais un adolescent perdu. Et il te choisit encore aujourd'hui, malgré toutes les raisons que tu lui as données de renoncer. Les larmes coulèrent librement sur les joues de Diego. Ici, dans cette vieille église silencieuse, face à cet être impossible, toutes ses défenses avaient cédé. Je ne sais plus comment réparer les choses, avoua-t-il d'une voix à peine audible. J'ai oublié qui je suis vraiment. J'ai trop joué un personnage. Jésus posa son regard vers la croix de bois suspendue au-dessus de l'autel, simple, dépouillée de toute fioriture. Laisse-moi te raconter une histoire sur ton grand-père. Quand il avait ton âge, lui aussi se sentait égaré. Il travaillait dans l'atelier de son père, mais il rêvait d'être architecte. Il voulait concevoir des bâtiments grands, importants. Il croyait que le travail du bois était trop insignifiant pour ses ambitions. Un jour, emporté par la colère, il a dit à son père des choses qu'il n'a jamais pu effacer. Diego écarquilla les yeux. Il n'avait jamais entendu cela. Et ensuite ? Ensuite, la vie. Son père est mort quelques mois plus tard. Un simple arrêt du cœur, pendant qu'il ponçait une commode. Manuel a hérité du chagrin et de la culpabilité. Il n'est jamais devenu architecte. Mais il a appris que la valeur d'un travail ne se mesure pas à sa taille. Il a réparé des chaises pour des anciens qui n'avaient plus un peso. Il a construit des jouets pour des enfants du quartier. Il a mis de l'amour dans chaque pièce qu'il a façonnée. Il n'a pas érigé de gratte-ciel, mais il a bâti quelque chose de bien plus solide, il a bâti des vies. Puis Jésus le fixa droit dans les yeux. Voilà pourquoi il ne t'a jamais jugé pour avoir voulu plus. Il l'a voulu aussi. Mais il savait qu'une ambition détachée de ses racines te laisserait vide. Et il avait raison, n'est-ce pas? Diego hocha la tête, vaincu. Je me sens tellement vide. J'ai tout ce que je pensais désirer, le travail, l'appartement, la voiture, les vêtements. Mais rien n'a de sens. Chaque succès sonne creux. Chaque promotion n'est qu'un pansement sur ma solitude. Jésus se pencha en avant, ses coudes sur ses genoux. Le succès n'est pas l'ennemi. L'ambition n'est pas une faute. Mais si tu sacrifies ta compassion pour grimper, alors tu construis ta maison sur du sable. Et lorsque les tempêtes arrivent, et elles arrivent toujours, tout s'effondre. Tu sens déjà la première fissure, n'est-ce pas? Diego essuya ses larmes du revers de la main. Comment je fais pour changer? Pour redevenir celui que j'étais? Tu ne peux pas redevenir cet enfant. Il n'est plus là. Mais tu peux devenir celui que tu dois être.
quelqu'un qui sait réussir sans renier la tendresse. Qui peut monter plus haut sans oublier d'où il vient? Jésus se leva alors, et tendit sa main. Viens. Il y a quelqu'un que tu dois voir. Diego regarda cette main, solide, chaleureuse, vivante. Il la saisit. Et avec un mélange de crainte et d'espoir, il se mit debout à son tour. Ils sortirent de l'église sous la lumière éclatante du jour. Polanco continuait son agitation, voiture, vitrine brillante, passant pressé. Mais marcher aux côtés de Jésus rendait tout cela différent, comme si la réalité avait soudain pris une teinte plus profonde. Les promeneurs se retournaient. Certains fronçaient les sourcils, intrigués par cet homme en tunique ancienne, accompagnant un jeune citadin en jean. Mais personne ne semblait alarmé, comme si cette présence donnait sens à ce qui aurait dû paraître étrange. « Où allons-nous » demanda Diego en suivant le rythme calme de Jésus. « Chez toi. Ta véritable maison. Pas cette cage de verre où tu t'es enfermé pour te protéger de toi-même. » Ils s'arrêtèrent devant un arrêt de bus. Diego resta un instant figé. Cela faisait des années qu'il n'avait plus pris les transports publics. Son BMW, symbole de sa réussite, attendait toujours, prêt, impeccable. Mais il monta dans le bus sans protester, parce que cette fois, ce n'était plus lui qui décidait. Une odeur humaine et authentique l'enveloppa immédiatement, un mélange de sueur, de parfums bon marché, de nourriture épicée. Les sièges en plastique étaient rayés, rapiécés avec du ruban adhésif. Pendant des années, cet environnement l'avait rempli de honte, le rappel brutal de ce monde qu'il avait tenté d'oublier, qu'il voulait cacher dans un tiroir de son passé. Mais ici, assis à côté de Jésus, tout changeait. Il vit une femme tenant des sacs du marché, sûrement de quoi préparer le repas du dimanche pour toute la famille. Il vit un jeune homme en salopette, l'air épuisé après une longue journée sur un chantier. Il vit une étudiante au uniforme usé, pliant son cahier pour continuer à réviser dans le vacarme du bus. Et soudain, ces gens ne semblaient plus faire partie du décor. Ils n'étaient plus des silhouettes floues autour de son ambition. Ils étaient l'essence même de la vie qui continuait, discrète mais puissante. À une intersection, une vieille dame monta. Diego se leva sans réfléchir et lui offrit son siège. Elle lui sourit avec une chaleur pleine de gratitude, murmurant une bénédiction simple mais précieuse. Jésus, sans un mot, lui adressa un regard empreint de fierté. Diego sentit alors quelque chose bouger en lui. Une fissure, peut-être. Mais pas celle de la chute. Plutôt celle qui annonce l'entrée de la lumière. Parfois, les leçons les plus profondes ne se transmettent pas avec des discours ni avec de grands gestes, mais dans le silence. Le trajet dura près de 2 heures. La voiture traversa la ville entière, d'ouest en est, quittant les avenues sophistiquées de Polanco pour s'enfoncer peu à peu vers Iztapalapa. Quand Diego descendit enfin, ses yeux reconnurent aussitôt le quartier. C'était ici qu'il avait grandi. Ici que son grand-père Manuel continuait de vivre. Les rues étroites, les façades délavées des immeubles, les vendeurs de tacos, de maïs grillé et de tamal, tout portait le parfum vivant de la vie réelle, celle qu'il avait tenté d'oublier. Tout lui semblait plus petit qu'autrefois, les bâtiments, les trottoirs, même les rêves qu'il avait eus dans cet endroit. Plus petit, plus usé, mais aussi infiniment plus vrai que le monde dans lequel il évoluait désormais, fait de verre, d'ascenseurs chromés et de cartes bancaires. Jésus marcha devant, sans se presser, guidant Diego à travers ces ruelles qu'il croyait avoir effacées de sa mémoire. Ils passèrent devant la boutique où, enfant, il achetait des bonbons avec les pièces que son grand-père glissait en secret dans sa main. Ils traversèrent le petit parc où Manuel lui avait appris à garder l'équilibre sur un vieux vélo sans frein, riant chaque fois qu'il tombait avant de le relever, encore et toujours. À chaque pas, les souvenirs remontaient, douloureux comme des éclats de verre. Il avait mis tant d'efforts à les enterrer. « Pourquoi me montrez-vous tout cela » demanda-t-il finalement, la voix serrée. Jésus tourna légèrement la tête vers lui, sans s'arrêter. « Parce que tu ne peux pas avancer tant que tu refuses de regarder ce que tu as laissé derrière toi. Tu as vécu comme si ce quartier était une prison dont tu t'étais enfui. Mais il n'a jamais été une prison, Diego. C'était ta fondation. Et quand on construit au sans fondation solide, un jour tout s'écroule. » Ces paroles résonnèrent dans la poitrine de Diego, lourdes, indéniables. Ils arrivèrent enfin devant l'immeuble de Manuel. La peinture écaillée, les escaliers fissurés, les fenêtres protégées par des barreaux. Une seule année de loyer pour son appartement luxueux aurait suffi à rénover ce bâtiment entier. Cette pensée le frappa d'humiliation. Devant la porte du petit logement,
son souffle devint court. La panique remonta, brûlante, dans sa gorge. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui faire face. Pas après ce que j'ai fait. Jésus posa ses 2 mains sur les épaules de Diego, l'obligeant à le regarder dans les yeux. Ses yeux, profonds, anciens, emplis d'une compréhension qui dépassait toute explication. Tu peux. Et tu le feras. Le pardon exige 2 personnes, celui qui offre et celui qui a le courage de recevoir. Ton grand-père a déjà accompli sa part. À toi maintenant de trouver la force d'accomplir la tienne. Diego inspira longuement, mais sa main tremblait lorsqu'il leva les doigts vers le bois usé de la porte. 3 petits coups timides. Pourtant, leur écho résonna en lui comme un tambour de guerre. Silence. Puis des pas hésitants se rapprochèrent. Une voix, fragile et prudente, perça la porte. Qui est là? Diego voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Il dut s'y reprendre à 2 fois avant que les mots n'arrivent, en un souffle cassé. C'est moi. Abuelo. C'est Diego. De nouveau, le silence. Diego imagina son grand-père derrière la porte, le souvenir douloureux du café, le rejet public, la honte infligée. Peut-être qu'il allait refuser d'ouvrir. Peut-être méritait-il cette punition. Puis il entendit les verrous tourner. La porte s'ouvrit lentement. Manuel se tenait là, vêtu d'un pyjama de flanelle malgré l'heure avancée de la journée. Sur son visage se mélangeaient la surprise, le doute et une minuscule étincelle d'espoir, fragile mais vivante. Mijo, murmura-t-il. Diego se brisa. Il n'y avait pas d'autre mot. Ses jambes flanchèrent et il s'effondra à genoux sur le seuil, vaincu par ses remords, frappé par la vérité qu'il avait refusée si longtemps. Les sanglots éclatèrent, incontrôlables, libérant des années d'arrogance, de peur, de solitude. Je suis désolé, tellement désolé, Abuelo. Tout, le café, les cris, les années à t'ignorer, à avoir honte de toi alors que tu aurais dû être ma plus grande fierté. Je suis désolé d'avoir oublié qui tu étais, et qui je suis. Les mots se bousculaient, noyés dans ses pleurs. Manuel leva les yeux pour chercher Jésus, cet homme mystérieux qu'il avait soutenu plus tôt, mais il n'y avait plus personne. Jésus avait disparu sans bruit, comme une brise qui se retire lorsque sa mission est accomplie. Il ne restait que Diego. Brisé. Enfin vrai. Pour la première fois depuis si longtemps. Manuel se pencha, malgré la douleur qui lui mordait les articulations. Ses genoux craquèrent lorsqu'il s'agenouilla face à son petit-fils. Avec une tendresse infinie, il prit le visage de Diego entre ses mains tremblantes et lui releva doucement la tête. Ça suffit, Hijito. C'est fini maintenant. Diego secoua la tête, presque violemment. Non. Ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Un sourire profond se forma sur les lèvres ridées de Manuel. Un sourire construit par des décennies d'amour inconditionnel, de sacrifices silencieux, de pardon accordé sans condition. Alors tant mieux que le pardon ne dépende pas de ce que l'on mérite, mais de ce que l'on offre. Et moi, je t'ai déjà pardonné. Bien avant que tu arrives ici. Diego se jeta dans ses bras comme un naufragé retrouvant le rivage. Manuel le serra contre lui, le berçant doucement comme il le faisait jadis lorsqu'une tempête d'enfants venait troubler ses nuits. Le cœur a parfois besoin de gestes anciens pour se souvenir qu'il est encore capable de guérir. Ils entrèrent ensuite dans le petit appartement, refuge de souvenirs et de modestie. Manuel prépara du thé, comme il l'avait toujours fait lors des moments importants. Ils s'assirent à la petite table, entourés de photos aux cadres usés, naissance, anniversaire, visage d'un passé simple et riche, trésor silencieux d'une vie bien vécue. Ils parlèrent pendant des heures. Diego parla de son vide intérieur, de son ambition devenue cancer, de cette peur constante de n'être jamais assez. Manuel confia sa solitude, la douleur des années où il attendait un appel qui ne venait pas, mais aussi la paix qu'il avait trouvée dans l'acceptation, dans la patience que seul l'amour véritable connaît. Non, une après-midi ne suffit pas à effacer toutes les blessures. Les cœurs fissurés prennent du temps à se réparer. Mais quelque chose d'irréversible se produisit. Une porte se rouvrit dans l'âme de Diego, celle de ses origines, celle qu'il avait condamnée, persuadé que le succès ne pouvait naître que loin de ses racines. À partir de ce jour, Diego revint chaque dimanche. Il apportait des plats simples du marché, pas des meilleurs de prix. Il partageait des matchs de football à la télévision, parlait de choses sans importance mais pleines de vie.
Manuel ressortit ses outils de menuiserie et lui montra à nouveau comment transformer une planche rêche en une surface lisse, patiente, utile. Une leçon autant pratique que spirituelle. Petit à petit, Diego remit sa vie en question. Il commença à comprendre qu'il pouvait réussir sans mépriser, sans écraser, sans oublier. Il apprit que l'humilité ne contredisait pas l'ambition, elle la rendait humaine. Il choisit un nouveau chemin professionnel, un où son cœur avait aussi sa place. Ce n'est que bien plus tard, après beaucoup de dimanches de thé, de rires retrouvés et de silence guérisseur, qu'il comprit pleinement le cadeau que Jésus lui avait offert. Ce n'était pas le pardon divin, il aurait pu l'obtenir en une prière. Non, c'était quelque chose de plus précieux. La possibilité de se pardonner à lui-même. De renouer avec l'amour qu'il n'avait jamais vraiment perdu, mais qu'il avait cessé de reconnaître. Et chaque dimanche, lorsqu'il apercevait par moments une silhouette immobile derrière la fenêtre, juste une ombre, peut-être une lumière, il sentait que quelqu'un les observait, souriait, et savait qu'un égaré de plus avait retrouvé le chemin de la maison.